Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, bonjour amis du web, merci de nous retrouver. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Voilà, malgré cette semaine complètement déconnectée, ou presque en tout cas pour la majorité d'entre nous. Ça n'a pas empêché les journalistes de vous retrouver aujourd'hui, d'être parmi vous cette matinée avec El Qadi Hussein. Bonjour. Journaliste éditeur de Maghreb Émergent et du Huffington Post. Saïd Jafar. Bonjour. Directeur de publication à Huffington Post. Et puis, il y a parmi nous ce matin Farid Farah qui nous a rejoint, journaliste également, spécialiste des technologies de l'information et de la communication à Maghreb Émergent. Bonjour. Abed Sharif, auteur, journaliste freelance. Et puis, Akram Khariev, qui est journaliste, éditeur du site Secret d'Iffer. Voilà, un petit peu pour recadrer les choses, parce qu'on nous a souvent dit, mais rappelez quand même qui sont vos invités, malgré que nous avons des sommités ici autour de cette table. Voilà, donc c'était l'occasion un petit peu de vous rappeler qui fait quoi. Alors, comme d'habitude, on va faire quand même un petit tour rapide autour de cette table sur l'actualité qui vous a marqué. En un mot, une image, une information. Je vais commencer par toi, Ikram, rapidement. En un mot, je dirais Sonitex. Ah bon ? Parce que sans Internet et sans les produits finis, on s'est senti sous Chadli. Tout simplement. Ahmed. Pour moi, on est entré dans la semaine sainte. C'est le 1er novembre. On s'incline, on rend hommage, et c'est une semaine qui est très particulière. Farid. Pour moi, l'effet marquant, c'est que je me suis reposé du mode connecté pendant quelques jours. Ouais, on a quitté notre email pour quelques jours. Ça fait du bien ? Ça va, ça me fait rappeler les années 80. On revient. Oui, Saïd. Alors, la déconnexion permet quand même de lire des informations qu'on a l'habitude de rater. Moi, on est tellement pressé. Bon, j'ai retenu que M. Tony Blair s'excusait des mauvaises informations des services de renseignement à la veille de la guerre contre l'Irak. Je trouve que c'est un gros culot, parce que M. Tony Blair a demandé aux services de renseignement de mentir pour faire la guerre à l'Irak. Voilà. Une info qu'on a été les premiers à sortir à Maghreb Émergent, évidemment, le Doing Business. Il y a des gens de la Banque mondiale qui nous ont appelés pour nous dire attention, ça sort dans 1 heure. Et donc l'Algérie voulait gagner 10 places, l'Algérie perd 9 places et surtout 163e place sur 189. Bon, ça va être l'une des informations sur lesquelles on va pouvoir s'étaler dans cette première partie. 5 jours sans connexion, c'est quand même beaucoup, donc on va commencer par ça. Ça a eu certainement des conséquences. Tiens, tout à l'heure, la ministre Remaoun parlait des conséquences. Feraoun, oui. Ah oui, Feraoun. Remaoun, c'est la ministre de l'Éducation. Elle évoquait ce chiffre, 100 millions de dinars de pertes pour Algérie Télécom, mais d'autres pertes, il y en a eu aussi. Les conséquences se sont aussi ressenties et il y a eu des dommages collatéraux. On va en parler dans un petit instant. Problème technique, certes. Forcément, c'est un problème technique. Néanmoins, 80% du trafic de la bande passante... Pourquoi forcément ? Il y en a qui ont pensé que c'était pas un problème technique. On va parler justement, oui. On va en parler. Alors, à méditer là-dessus, je me suis dit que c'était quand même aberrant de ne dire que ce n'est qu'un problème technique. Pour la simple raison que quand on évoque ce chiffre, 80% du trafic de la bande passante sur un seul câble, ça donne à réfléchir. Alors, ce n'est pas que technique, ça c'est sûr, mais puisque tu as été le premier à relever ce que je viens de dire, je vais te demander ce que tu en penses, toi. Voilà, c'est un problème technique, ce n'est pas un problème technique. Est-ce qu'il y a d'autres racines, peut-être politiques ? Je crois que tu as déjà développé cette idée. Non, le problème, il est à la base technique, c'est un câble qui s'est rompu. Le problème politique, c'est que pourquoi l'Algérie en 2015 reste connectée à 80% pour son trafic à l'international par un câble ? Ça, c'est la première question. Voilà, un seul câble, c'est la première question. Là, la réponse que je suggère, c'est parce que pour nos décideurs, Internet n'est pas très important, n'est pas encore important. Un espace numérique important qui est considéré comme un champ de souveraineté qui a émergé et qui fait tourner une économie ne peut pas se permettre de faire passer tout son trafic à l'international sur un seul câble.
Donc, si on a, au niveau de la sécurité nationale, laissé passer ce trafic sur un seul câble, c'est que c'était pas important. Et de mon point de vue, je considère que ce qui vient d'arriver est une forme de tigre numérique. On se rend compte qu'en fait, la sécurité n'est pas là où on pensait. Les enjeux de sécurité les plus importants ne sont pas là où on pensait. Voilà. Donc le problème est éminemment politique. Il montre à la fois le retard de l'approche sur le numérique de l'Algérie. Tu as commencé par moi, il faut me dire, l'Algérie, taux de connexion le plus faible du Maghreb, moins de 30%. Pas de e-commerce. Pas de fonctionnement GPS, pas de service Internet intégré à valeur ajoutée, pas de e-gouvernance. C'est pas une incidence, c'est pas dans d'autres pays, c'est impossible que tout ça s'arrête. C'est impossible. En Algérie, c'est possible. C'est parce qu'on est archaïque. Qu'est-ce que tu en penses, Au Huffington Post, on a publié un article de Samir Ben Jafar qu'il avait publié en novembre 2001. Et ça parlait de la coupure du même câble. Ça a occasionné l'arrêt des communications à l'international et l'arrêt du peu d'Internet qu'il y avait à l'époque. Mais ce qui est frappant, c'est de retrouver le même bateau qui est venu faire la réparation. On sait que c'est le même câble qui a pété et ça fait 14 ans de différence. Et donc on se rend compte qu'on est au même point au moins. On est toujours à 2001. La différence, c'est qu'il y a eu un développement de la DSL et beaucoup plus d'Algériens connectés et les râleurs ont été plus importants qu'en 2001. Voilà. Ouais. Tout à l'heure, la ministre, en donnant ces chiffres, elle a aussi parlé de ce projet d'Oran-Valence dont on avait toujours discuté. Et quand on se rend compte que finalement ce projet date de 2009, qu'il avait été initié en 2009, on se dit l'État prend tout son temps, quoi. Il n'est pas pressé. Qu'est-ce que tu en penses, Farid? Moi, concernant cette crise, moi je vais dire d'abord. Un projet qui sera lancé en novembre, j'ai oublié de le dire. Oui, pour ce qui est du troisième câble. Moi, je vais vous dire que la panne de 2001, c'était une panne où la bande passante allouée était strictement réservée, elle était petite, elle était strictement réservée au trafic téléphonique international. Donc les conséquences concernaient les appels internationaux. Et en 2009, il y a eu une autre panne qui a duré plus de 11 jours. Il y a eu 2003. 2009. Donc 2009, la panne de 2009 a donné naissance au câble Alpal 2 d'Alger à Palma. J'espère que cette panne va donner naissance l'année prochaine au câble Oran-Valence. Mais il y a une chose que je voulais dire. 14 mois, excuse-moi, 14 mois. Voilà, au plus sage, elle annonce 14 mois. Voilà, mais c'est un projet qui était prévu depuis longtemps. 2009. Faute de financement ou de volonté politique ou d'utilité. Pour reprendre les propos de la ministre. Parce que les normes internationales, un opérateur qui a plus de 10 millions d'abonnés d'Internet, aujourd'hui je crois, ils sont, d'après les statistiques internationales, pour 2014, ils sont à 6 600 000, donc 6,6. Il faut que l'opérateur fonctionne avec 3 câbles. C'est comme le cœur. 3 artères essentielles. D'accord ? Mais moi, je voulais dire une chose importante concernant Algérie Télécom. Aujourd'hui, c'est son tour d'être victime de l'absence de la stratégie du numérique en Algérie. Subitement, un câble sectionné, elle se retrouve confrontée à un problème, à une crise nationale. Il n'y a pas d'Internet sur tout le territoire national. Et je ne parle pas des données perdues pendant l'acte de la section. Je ne sais pas s'ils seront récupérés ou pas. Voilà. Oui, l'absence de la stratégie numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de plan clair pour la gestion du trafic Internet qui concerne l'Algérie, qui est majoritairement localisé à l'étranger, plus que en national. Alors que les repères internationaux... Je parle de l'hébergement, voilà. C'est ça. S'il y avait au moins 50% des données consultées par les Algériens quotidiennement qui étaient hébergées en Algérie, peut-être qu'on n'aurait pas entendu parler de cet incident. Et d'ailleurs, je vais jeter des fleurs pour Algérie Télécom aujourd'hui. Ils ont fait un travail, je dirais, qui était remarquable. 50 heures
d'heures de maintenance et 6 jours de durée de panne, pas 5 jours, 6 jours, si on compte de jeudi à 13 heures. 13 heures. Voilà. Alors, l'État doit aider Algérie Télécom à déployer le plus rapidement possible un troisième câble. On va en parler dans un petit instant. Mais pour revenir un petit peu sur l'explication de tout ça... On donne la parole à l'État, c'est ça? C'est une vanne. Hein. J'aurais pas pu faire mieux. Excuse-moi. Il va répondre, allez, à toi, Chahabet. Perturbateur. Bon, pour revenir un petit peu sur les motifs, Abed Cherif, qu'est-ce que tu penses? Tout à l'heure, Hassan disait que c'était plus politique. Cette affaire, finalement, révèle une insuffisance et peut-être voulue. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Question très simple, parce que le président Bouteflika a un mail. Est-ce qu'il a un compte Facebook? Est-ce que Gaïd Salah, le général Gaïd Salah, a un compte Facebook? Oui. C'est lui qui le gère? Je ne pense pas. Donc, est-ce qu'il a un mail? À mon avis, non. Oui. Donc, voilà, on est dans... C'est secret des fins qui dit oui. Hein. On est dans un monde... Tu vois qu'il n'est pas renseigné du tout. Hein. Ta vanne, elle ne valait pas. Donc, ceci, expliquons cela. Si on avait eu une panne de Telex, ils auraient peut-être réagi. On en est là. Le décalage entre ceux qui gèrent le pays et la réalité technologique, le décalage est tellement important que c'est vrai qu'en perdant 80% du trafic Internet, il n'y a pas eu d'incidence. 81%. Oui, 81,03. Malèche. On va dire 80%. Pas d'incidence sur l'économie, pas d'incidence sur les entreprises, pas d'incidence sur le fonctionnement de l'État algérien. Rien. Peut-être pas l'État, mais il faudrait peut-être faire une enquête pour voir un petit peu quelle incidence ça a eu sur les banques, sur les institutions. On est d'accord pour dire que c'est marginal. C'est marginal. Je sais que c'est marginal. Je sais que c'est marginal. On a vu dans les entreprises publiques, dans les administrations publiques, etc. Donc voilà, c'est l'état du pays. C'est un pays qui a 20 ans de retard technologique, mais qui a un demi-siècle de retard organisationnel, parce qu'il faut s'organiser pour mettre tout ça en place. Et voilà, donc... Le paradoxe, c'est qu'on est dans une autarcie en matière de communication. Par contre, notre commerce est ouvert. Hein. Tout le monde peut venir déverser sa camelote en Algérie. Par contre, la communication, c'est quelque chose qui est assez fermé. Et c'est ça le paradoxe. Oui. La comparaison, c'est peut-être lorsque il s'est avéré que l'attaque sur le site, sur les données de Sony Pictures, il y a une année, au moment de la sortie d'un film qui caricaturait le dictateur nord-coréen. Il y a eu des représailles quelques semaines après. On a coupé Internet en Corée du Nord et la Corée du Nord s'est arrangée pour vivre sans Internet pendant plusieurs semaines. Il a fallu ensuite lever la mesure. Ça ne servait pas à grand-chose. Voilà, ça servait pas à grand-chose. Ça sert à rien. Inversement, moi, je peux citer l'exemple... Oui, ça leur a fait un peu mal, mais bon, pas plus que ça. Le dictateur nord-coréen ne pouvait plus suivre ses séries américaines sur le web. Ouais. Ils ont l'équivalent d'une connexion ADSL pour tout le pays. Hein. Voilà. Ils n'étaient pas très très bien fournis. Alors, pour revenir un petit peu à cette polémique qu'il y a eu quand il y a eu la coupure et tout, oui, l'État est en train de faire dans le contrôle. On avait annoncé une autorité pour réguler un petit peu toutes ces informations sur Internet. Et puis bon, aujourd'hui, la ministre dit, bon, il n'y a pas de dispositif de contrôle. Pas de censure, il n'y a jamais de censure. Est-ce que l'État ne peut pas se permettre cette dérive aujourd'hui? Peut-être pas parce qu'il ne le veut pas, mais peut-être parce qu'il ne peut pas. Qu'est-ce que tu en penses, Akram? Déjà, l'État met en prison des gens pour des statuts Facebook ou pour des caricatures. Hein. Donc, je ne pense pas... Bon, concernant cet incident, je ne pense pas qu'il soit lié à une volonté de contrôle ou autre chose, parce que techniquement, ce qui devait être installé est déjà installé, ça se fait en toute transparence. Et, pour expliquer pourquoi est-ce que ça ne s'est pas développé pendant toutes ces années? Le contrôle. Pourquoi est-ce que Internet ne s'est pas développé pendant toutes ces années? Pourquoi est-ce qu'on a eu jusque-là qu'un seul câble? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la bande passante dépend uniquement d'un seul câble? Bon, l'Algérie, aujourd'hui, dispose non pas de 2 câbles, mais de 3 câbles.
voire de 4 câbles. Parce que si on peut appeler, pardon. Oui, où sont les autres? Je sais pas. On a un troisième câble qui existe international qui lie Marseille à Annaba, oui. Puis de Annaba à Alger, Annaba à Oran, qui est celui d'Orascom, le Medcable, qui est aujourd'hui bien sûr obsolète. Qui est obsolète sur le plan technique, qui est éteint depuis des années, mais qui aurait pu être remise à niveau et utilisée, y compris par les autorités. Et il y a Val-de-Grâce et Mouradia, selon Dylan. Non, il y a un autre câble qui lui fonctionne toujours, qui ne tombe jamais en panne. Il y a un autre câble qui relie l'Algérie à la Tunisie de 10 gigas, qui n'est pas opérationnel, plutôt de la volonté des Tunisiens. Mais techniquement, il existe 4 câbles qui relient l'Algérie au monde. Sur les 2 câbles qui fonctionnent, il y a un câble qui, de l'aveu même des gens d'Algérie Télécom, coûte entre 6 et 10 fois le prix, c'est vrai, le prix de la communication sur l'autre câble, celui de l'Espagne. Or, on sait, enfin, les experts savent que les consortiums qui passent par l'Espagne, ils font payer beaucoup plus cher. Or, on remarquera qu'on a choisi de passer par l'Espagne pour Oran-Valence. Il y a ça. Le chiffre qui a été avancé par la ministre aujourd'hui de 35 millions de dollars ou d'euros, je ne m'en rappelle pas, pour la réalisation. Non, ils ont parlé de 35 millions. 20 millions? Non, je ne sais plus. Non, ils ont parlé de 35 millions de dollars aujourd'hui. En quoi est-ce qu'il t'interpelle? Il m'interpelle parce que le Medcable qui reliait Marseille à Annaba, donc 2 fois la distance, avait coûté à Orascom, qui, on le sait, avait toute l'attitude de surfacturer, avait coûté 30 millions de dollars. Donc déjà, ça m'interpelle. Moi, en tant qu'épicier du coin, ça m'interpelle. Parce que le prix, là, n'est pas logique. Et pourquoi passer par l'Espagne quand on sait que l'Espagne coûte cher? Pourquoi aussi Algérie Télécom et l'Algérie ne s'est pas greffée sur le consortium africain, enfin sur le câble africain? Pourquoi l'Algérie doit passer obligatoirement par des consortiums où à chaque fois il y a la France? Parce que l'Alpal, il y a aussi Orange dans le consortium. Pourquoi ne pas s'être greffé sur le consortium indo-indien, à majorité indien, qui est indo-britannique, qui passe par l'Algérie aussi. Pourquoi pour terminer un petit peu, et peut-être parler, c'est l'occasion de parler de l'hébergement, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de l'algéro-algérien en multipliant les hébergeurs ici On ne veut pas. Voilà. Non, à mon avis, ça te renvoie à ce qui est essentiel, c'est la question politique. Il n'y a pas de gestion du pays. Il n'y a pas de gestion politique, donc il n'y a pas de cap, on ne sait pas faire. Et avec le temps, on a oublié. On ne sait des contenus. On ne sait plus. Non. Il y a d'abord le vide politique. Sur le vide politique se greffe une incompétence qui s'accumule et qui devient inquiétante. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un aura une vision, aura envie de faire des choses, ça va être très, très difficile pour relancer la machine. Mais aujourd'hui, c'est d'abord une question politique. Moi, j'ai été effrayé. Comment ça imbrique les uns sur les autres? Il y a un informaticien, un consultant algérien renommé, donc qui a travaillé avec une entreprise qui a acheté un logiciel. L'installation de ce logiciel imposait, Farid connaît ça, donc qui comprennent les adresses MAC des ordinateurs de tous les employés de l'entreprise, elle est énorme, donc pour installer le matériel. Je lui ai posé la question, mais attends, il n'y a pas un problème de sécurité sur ça? Il me dit, laisse tomber, la sécurité, personne ne s'en occupe. Je dis, écoute, il n'y a pas des gens, DRS, qui travaillent sur ce dossier. Non, laisse tomber, ça avance au khas. Il a branché tous les ordinateurs de cette entreprise avec un fournisseur étranger. Donc voilà. Nous, on pense, enfin voilà.
Mais là, ça ne fait pas partie de leur culture. Une stratégie de défense devrait inclure ça. Malheureusement, elle n'existe pas. Moi, je pense qu'il y a une doctrine sur les TIC, sur le numérique. Je ne pense pas que l'Algérie soit autant en retard. Moi, je pense que c'est un territoire où la domination du militaire sur le politique a fonctionné à fond. C'est-à-dire, il y a d'autres domaines où le manque de légitimité du politique n'était pas suffisamment grave et où on pouvait faire des avancées, d'autant que ça pouvait converger avec les intérêts sécuritaires ou la vision sécuritaire. Mais sur le numérique, sur les TIC, sur les télécoms, on est resté complètement coincé dans la trappe des années 90 de la lutte antiterroriste. C'est-à-dire, c'est le point de vue sécuritaire qui passe d'abord. Et le point de vue sécuritaire, c'est un point de vue qui est aujourd'hui totalement archaïque. C'est celui qui fait qu'aujourd'hui, le point de vue sécuritaire, vu comme il est vu, par nos militaires, hein, il est complètement dépassé. C'est en cela qu'on peut rejoindre ce que disait Abed sur le contrôle des adresses mail, etc. On n'a pas encore identifié le nouveau risque sécuritaire national. C'est pour ça c'est pour ça qu'Internet mobile n'a pas été lancé jusqu'à décembre 2013. L'obstruction était militaire. C'était un point de vue sécuritaire qui l'empêchait. Nous sommes un pays très retardataire de ce point de vue-là. Taux de pénétration d'Internet très faible. Il n'y a pas de GPS. En Algérie, on ne peut pas circuler, on ne sait pas où on va. C'est la cartographie, c'est les informations numérisées qui circulent. C'est l'armée, c'est le sécuritaire. On n'a pas la signature électronique et l'organisme qui doit signer a été bloqué systématiquement par les militaires parce que en Algérie, on considère que dès que c'est numérisé, ça échappe au contrôle classique. Et en échappant au contrôle classique, on ne sait pas faire. Et maintenant, alors Maintenant J'espère que ce qui s'est passé va nous réveiller. Maintenant, Je voulais juste ajouter une chose à ce que je disais. Il y a aussi une chose très très importante qui a été révélée au grand jour, c'est cette absence de concurrence. C'est le fait que en 2015, nous soyons retournés en arrière par rapport à ce qu'on était 10 années auparavant. Il y a 10 ans, il y avait des opérateurs fixes privés. Il y a 10 ans, les opérateurs mobiles pouvaient gérer leur bande passante comme ils voulaient. Aujourd'hui, pour la 3G, les 3 opérateurs sont obligés de passer par Algérie Télécom et par les câbles. Ils n'ont pas le droit de vendre de la bande passante. C'est très grave. Justement, quand le PDG... D'ailleurs, ça m'avait fait sourire, je ne sais pas, peut-être que j'interprète ça très mal, mais cette semaine, le PDG d'Algérie Télécom disait, et nous, on investit, on nous demande de baisser le prix pour que les gens aillent sur YouTube et que les gens aillent aussi sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'il suggère, selon vous, à l'État? Est-ce que c'est peut-être la location de bande passante à la chinoise? J'anticipe. Hein. J'aimerais dire un mot sur ça. Moi, je n'ai pas entendu les mots qu'il a utilisés. Ce sont ceux-là. J'aurais dû dire entre guillemets, mais voilà. ce sont ceux-là. Non, c'est ce qui a été rapporté par la presse. Il me semble avoir compris autre chose. C'est-à-dire ? Lui a déploré l'insuffisance des contenus en Algérie. Ça change radicalement. Ça devient un discours très positif si vraiment il a dit ça. Il a déploré qu'on ne fabrique pas ces produits et donc il a cité Facebook et Twitter et YouTube un peu comme une boutade. Mais c'est ce que j'ai lu. J'espère que c'est ça, parce que dans l'absolu, les gens sont des clients. Ils peuvent aller sur YouTube ou sur Facebook. Mais dans l'absolu, parce que au fond, lui-même sait que du point de vue doctrinal, pour reprendre le terme de Ersan, tout est mis pour empêcher le développement du contenu algérien. On est en train d'organiser la situation pour que tous les Algériens qui se connectent prennent des données à l'extérieur. Ils s'informent de l'extérieur. Et c'est ça, c'est un des gros problèmes. Et ça, on est fondamentalement dans une gestion politique. Hein. C'est voulu, délibéré. Algérie Télécom a un gros problème de stockage. Ça nous permet de revenir un petit peu sur cette histoire d'hébergeurs. Moi, je voulais tout d'abord expliquer la phrase que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'à son tour, Algérie Télécom, c'est son tour d'être victime de l'absence de stratégie du numérique. Algérie Télécom, aujourd'hui, ne peut pas tenir le coup. Le PDG d'Algérie Télécom a donné des chiffres. 41% du flux data qui provient de l'étranger, c'est du YouTube. Du YouTube, moi, si j'étais PDG d'Algérie Télécom,
avec ces chiffres, 41% YouTube, 18% réseaux sociaux, 10% les décodages des chaînes satellitaires de pirates, 1% les emails. Je veux dire, les Algériens utilisent de moins en moins les emails. Moi, pour tenir face à ces... Parce que je voudrais seulement donner une petite explication. Avec les tarifs d'Algérie Télécom aujourd'hui, elle ne couvre pas le coût des 41% qui provient des serveurs de Google, des data centers de Google. On est dans un scénario Sonelgaz. Voilà. Et il faut faire 10 000 dinars. Mahmoud a parlé comme Boutrefa. Voilà. Il a été... C'est pour ça que j'ai dit que le PDG d'Algérie Télécom a été franc et transparent sur la gravité de la situation. Il ne peut pas tenir le coup. La solution, c'est le contenu local. Vu qu'il n'y a pas de stratégie du numérique, avec quoi? Stocker du contenu aujourd'hui, c'est devenu une technologie sensible. On ne peut pas stocker du contenu à la LPP. Aujourd'hui, ils ont fait les sites web de LPP. Il ne peut pas contenir plus de 100 connectés en même temps. Alors qu'il y a des tentatives de 10 000 en même temps. Donc il y a 10% qui peuvent accéder, 90% ne peuvent pas accéder. Pourquoi? Parce que la technologie utilisée, elle est traditionnelle, c'est-à-dire accéder à un serveur physique. Aujourd'hui, les données sont stockées d'une façon virtuelle. Et la technologie de virtualisation des données n'est pas maîtrisée par l'ensemble des compétences existantes en Algérie. Un autre exemple important, Akram a parlé de la concurrence. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de concurrence, c'est un problème d'écosystème. Que va-t-on faire avec tous ces réseaux qui seront déployés, réseaux de télécom? Qu'est-ce qu'on va transporter? On est en train de ramener à 95% des données qui viennent de l'étranger. Le coût économique est important. Vous voyez, Mehmel, PDG d'Algérie Télécom, paye la surfacturation de dépassement du quota des données qui viennent de l'étranger, alors que Google ne paie rien. Alors que les data centers de Google fonctionnent. Donc, si vous voulez, en contexte économique, il n'y a aucune valeur économique gagnée par Algérie Télécom sur ce pic de consultation des données. Toi, tu donnes... On ne va pas entrer dans ces détails, c'est à Algérie Télécom de se démerder pour s'organiser. C'est pas dans ses prérogatives un opérateur. L'opérateur transporte les données. Ne fabrique pas. Justement, aujourd'hui, la tendance mondiale, tous les opérateurs séparent aujourd'hui l'infrastructure physique des services. Les services, c'est les entreprises des services qui créent le contenu. Fallait, tu es en train de tenir le langage d'Algérie Télécom. Là, pourquoi eux, je comprends très bien, ils ont des postes politiques, ils sont nommés par décret X et Y. Pourquoi tu ne dis pas les raisons pour lesquelles on en est arrivé là? Il n'y a pas de stratégie du numérique. Et ce n'est pas Algérie Télécom qui va le faire. Et pourquoi alors ils se revendiquent de l'absence de contenu? C'est normal qu'il n'y ait pas de contenu. Il n'y a aucune raison qu'il y en ait. C'est le même problème. C'est le même problème que pour Sonelgaz. Et Hassan l'a bien dit. On avait un PDG de Sonelgaz qui tenait un discours, belé, il peut tenir les prix, il n'a pas besoin d'augmenter les prix, etc. Il peut tenir le coût. Il dit ça pendant des années. Quand il y avait de l'argent, quand les choses allaient bien. Et puis, aujourd'hui, il dit le contraire. Mais aujourd'hui, les prix d'Internet ont été fixés par l'ancien ministre des Télécoms, M. Haïchod. C'était un décret exécutif. On n'a plus vraiment le temps. Je voulais... que je termine ma phrase. Le PDG de Sonelgaz, d'Algérie Télécom et le ministre font partie du même écosystème. Ils sont partie prenante dans les décisions. Ils sont complices, si on veut. Donc, voilà. Et il ne peut pas imputer aux autres des décisions dans lesquelles il est partie prenante depuis 10 ans. Je suis désolé. D'accord. Je vais terminer juste par une question rapide et puis on va prendre une petite pause. Est-ce que ce que tu viens de dire suggère, peut-être rapidement comme ça, une question factuelle, ça suggère que le projet de Pharaon de multiplier le nombre d'hébergeurs, ça c'est pas possible? C'est possible. Il faut engager une volonté politique. Si tu dis que c'est très sensible et que c'est pas possible, que ça se fait pas comme ça facilement, que non, parce que aujourd'hui, il a dit c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est une déclaration politique.
On ne peut pas créer une infrastructure nationale d'hébergement ex nihilo. Une boucle, ouais. Ex nihilo, c'est des hébergeurs, c'est physique, c'est des bâtiments à mettre aux normes, c'est des équipements à installer. C'est impossible. Je reviens de Medhaïti, j'ai rencontré un groupement de sociétés tunisiennes, dont un hébergeur. Ils sont 2 en Tunisie qui sont aux normes européennes, qui ont 2 sources d'approvisionnement en énergie, etc., etc. On est à 1 siècle de retard. Tu es d'accord? Et ce n'est pas une décision politique aujourd'hui. Je suis d'accord. Moi, je l'ai dit que la stratégie du numérique, c'est de traiter, stocker le produit du numérique. Le produit du numérique, c'est les données. D'accord. Ce sont les données. Aujourd'hui, j'ai dit que pour des raisons de capacité, on utilise des technologies modernes pour virtualiser le stockage. On utilise en même temps le physique et le logiciel. Pourquoi maintenant? Moi, je suis abonné chez un opérateur public de téléphonie mobile et je n'ai pas d'adresse mail chez cet opérateur. Normalement, s'il y avait une stratégie, chaque opérateur mobile devient hébergeur de sa propre messagerie électronique. Et moi, si je peux ajouter rapidement quelque chose. Nous ne sommes pas un siècle de la Tunisie en termes de capacité d'hébergement. Il existe des data centers privés en Algérie. J'en ai visité un à Oran il y a 2 ans, qui a plusieurs sources d'énergie. Nous avons un avantage concurrentiel pour développer l'accueil des données en Algérie. Ça consomme beaucoup d'énergie. L'énergie, quoi qu'on dise, même en rectifiant le prix à la hausse, restera concurrentielle en Algérie. L'Algérie devrait stocker les données des autres pays avec nos capacités. C'est une décision politique qui manque. On n'est pas à un siècle. Ça a commencé, c'est prudent. Celui qui le fait ne veut même pas parler, ne veut même pas faire de la publicité sur son activité. Pas de décision. Celui qui fait ça ne veut même pas parler. Alors, la question, c'est pourquoi nous, émetteurs sur le web, nous n'allons pas chez les data centers ou chez les hébergeurs qui peuvent être ici. Pourquoi nous n'allons pas? Ça pose la question de la confiance politique. Moi, Radio M, aujourd'hui avec le conflit qu'il y a sur l'affaire Ben Hadid, je me sentirais en insécurité si j'étais chez un hébergeur en Algérie à qui on donnerait l'ordre de débrancher l'entretien ou de débrancher toute la radio. Si on est dans un système d'état de droit où il y a des procédures de justice, etc., où je peux me défendre sans être embastillé comme l'a été le général Ben Hadid, moi je suis le premier partisan du domaine point des aides. Voilà. Ça ramène au problème politique. Secret des Faits a été hébergé en Algérie. J'ai subi des pressions, j'ai dû l'héberger ailleurs. On allait me le couper. J'ai dû être hébergé ailleurs. Jamais, je ne conseille à personne, mais à personne, ne serait-ce que pour des raisons techniques, parce que moi, au-delà de 60 000 connectés, ça sautait, ne serait-ce que pour des considérations techniques, n'hébergez pas en Algérie. Pour le moment, on va dire, parce que nous voulons rester optimistes. Et continuer à exister surtout, oui. On ne va pas se déconnecter. On attendra qu'un jeune officier qui a une très très bonne connaissance de l'informatique prenne la place du général Toufik pour concevoir tout ce système de sécurité qui inclut tous les partenaires et qui va aller... Mais entre-temps, nous avons le général Tartak. Je ne sais pas s'il est sorti du Telex vers le micro ou pas, mais le fonctionnement, de toute façon, n'a pas changé. Mais ce système de sécurité informatique... Voilà, c'est reparti pour une deuxième partie. Et cette fois, on va parler... Enfin, tout est lié finalement. On va parler un petit peu de ce classement de Doing Business qui est édité par la Banque mondiale pour ce qui est donc de l'environnement économique, on va dire, de manière générale. Peut-être préciser un petit peu quels sont les critères sur lesquels ils se sont basés déjà dans un premier temps. L'Algérie est recalée et perd 9 places. On est à la 163e place, recalée donc de 9 places. Ça fait rire, Abdelchaf. Oui. Oui, parce qu'on va sortir du classement. Mais c'est pas ce qui est... Et on aura réglé le problème définitivement. Là, ça sera en catégorie handisport. Non, il n'y a pas de quoi rire parce qu'il était pas prévu qu'on aille dans ce sens. Les projets qui avaient été l'objectif qui avait été fixé. Oui. Il y avait lors d'une des réunions du FCE il y a 2 ans, il y avait le projet plus ou moins discret, vous ne pouvez pas l'afficher publiquement, d'avancer d'une dizaine de places par an pour revenir dans le top 100, on va dire dans les 100 pays où il fait bon investir et faire des affaires. En fait, c'est l'inverse qui s'est
s'est produit. 189 pays, et nous sommes 100. Encore, j'imagine que le Doing Business 2015 n'a pas tenu compte des échanges amoureux entre Al-Barab et Bouchouer. De 2016. De 2015. Oui, Alors, le prochain, ça va être... ça promet. C'est vrai que c'est décalé dans le temps. À ce moment-là, c'est un élément qui n'a pas été pris en compte. Il ne tient pas compte de ça. Il y a des critères, il y a des critères il y a 10 critères. Alors c'est quoi? À travers les... Il y a le moral des entrepreneurs. Il y a les coûts de transaction, il y a l'accès au foncier, l'accès au crédit. Il y a le permis de construire, les délais pour un permis de construire, les transactions. Voilà. C'est des données précises sur lesquelles il y a des évaluations, il y a des quantifications, des évaluations précises, parce que on a déjà retrouvé sur Internet des réactions pour dire le classement c'est n'importe quoi, etc. Non. Alors, ce qu'il faut peut-être dire ici, juste pour bien comprendre, c'est que depuis 2 ans, si on enlève ce que tu viens d'évoquer, l'échange Bouchouerb et Al-Barab, qui donne l'impression que le climat s'est détérioré, le climat s'est plutôt amélioré. C'est-à-dire qu'il y a eu des facilitations pour certaines procédures. On a raccourci les délais. On a introduit de la e-gouvernance un petit peu. L'accès au foncier, on a essayé de l'améliorer un petit peu. L'accès au crédit, etc. Donc le gouvernement pensait avoir fait un effort, il s'attendait à progresser. Sauf que nous avançons dans un contexte mondial qui bouge, et les autres pays qui sont eux aussi intéressés par améliorer leur classement, en fait, on fait beaucoup plus. Beaucoup plus vite, tout simplement. Donc nous n'avançons pas. Si on fait 2 mesures, on améliore 2 mesures, les autres on en fait 4 ou 5 qui sont devant nous. Oui. Mais comment expliquer ce décalage, cette perte de 9 places, selon vous? Il y a ça, mais il y a le reste aussi. C'est-à-dire que le gouvernement prend des décisions, il les annonce, il ne se contente pas de prendre des décisions. Il a dit au patronat, qu'est-ce que je dois faire? Et les patrons ont dit, voilà ce qu'il faut faire. Il a dit, OK. Il y a un problème qui se pose dans le pays, c'est que le gouvernement n'a plus les instruments pour agir. L'histoire du foncier industriel, on en parle depuis 10 ans. Si M. Sellal reste au gouvernement, la qaddar Allah, on va encore en parler pendant 20 ans. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des règles et des mécanismes qui sont là, et personne aujourd'hui n'est capable de les détricoter. Le patronat, Madame Nassira Haddad, peu importe qui elle est, ce qu'elle représente ou là, sur Radio M, qu'est-ce qu'elle a dit? On salue le gouvernement qui a pris énormément de décisions. Malheureusement, elles ne sont pas appliquées. Mais ce n'est pas la faute de M. Sellal. Il a envie de faire plaisir à ses copains qui le soutiennent dans les tripartites, qui préservent la paix sociale. Il ne sait pas comment faire, il n'a pas les instruments, il n'a pas l'administration, il n'a plus rien. Il ne s'en rend pas compte. En fait, on est le Doing Business, comme d'autres classements qui sortent, nous rappelle une question fondamentale. On a un gros problème de gouvernance dans ce pays. C'est-à-dire, le gouvernement peut énoncer des choses et dire que je fais des choses, ça ne change rien du tout. On a une administration qui est vraiment enquistée et on se demande si d'ailleurs c'est possible. Du coup, on est toujours dans la question politique fondamentale. Ceux qui détiennent les leviers du pays, je pense que c'est pas nécessairement le gouvernement, ne se rendent pas compte de la gravité de la situation et du fait qu'on a besoin aujourd'hui d'un gouvernement qui fonctionne. Or, on est dans un gouvernement qui ne fonctionne pas. Quand le gouvernement n'arrête pas de dire « je vais améliorer le climat des affaires, je prends des mesures » et ça ne se traduit nulle part, il y a un problème. Dans tous les pays, on se dit qu'il y a un problème qu'il faut le résoudre. Et apparemment, personne ne veut le résoudre et personne n'est en mesure de le faire. C'est pour ça que je me disais, les jeunes, ce n'est pas uniquement pour Internet qu'il en faut. Dans ce cas précis, techniquement, il y a une polémique. Il y a 2 écoles à la Banque mondiale. Il y a une école qui dit qu'il faut, pour faire réussir, pour faire avancer ce type de réforme, améliorer le climat des affaires, il faut loger l'unité qui le fait, la loger auprès de l'autorité la plus forte du pays. Sinon, ça n'avance pas.
Et il y a une école plus traditionnelle qui dit, voilà, en Algérie... Voilà. Non, il passe au chef du gouvernement, parce que le Al-Mouradi, on ne travaille pas, il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne, ceux qui travaillent à autre chose qu'à améliorer le climat des affaires. Et donc, c'est logé chez le ministère de l'Industrie. On a choisi le ministère de l'Industrie. Le ministère de l'Industrie n'a pas beaucoup d'autorité. Donc, il peut pas, sur les 10 critères qui doivent permettre d'améliorer le classement, il a peu de leviers, peu de possibilités. Je suppose que celle-là, on en a plus. C'est pour ça que moi je me dis peut-être que l'état-major ce serait plus intéressant. Et il y a eu une recommandation pour ne plus le laisser au ministère de l'Industrie. Mais M. Bouchoueb tient à le laisser chez lui, avec le résultat qu'il y a eu. Peut-être que maintenant il va... C'est difficile de penser le contraire quand on vient d'annoncer cette semaine qu'il va y avoir une nouvelle tripartite. C'est vrai que c'est pas très encourageant tout ça. On se dit mais à quoi il joue ce gouvernement? On fait une tripartite, on invite le BIT. On fait un petit peu, on montre un peu la capacité de l'Algérie à pouvoir réunir tous les partenaires sociaux, un peu comme de la figuration, et puis après on parle des choses comme il faut, et à huis clos à ce moment-là. C'est vrai que c'est assez... Ce qui est intéressant au plan de la COP, c'est que M. Bouchoueb était hier chez le MEDEF, au moment où le Doing Business sort. Donc tout ce qu'il peut dire au MEDEF n'a aucune incidence, parce que les Français, effectivement, connaissent de manière intime ce qui se passe en Algérie, mais les autres investisseurs potentiels dans le monde, ils vont lire le Doing Business. Les Français peuvent se passer du Doing Business pour l'Algérie, mais pas les investisseurs italiens ou américains. C'est incroyable, tu es allé très loin, on dirait que tu as lu un peu dans mes pensées. J'allais vous dire, est-ce qu'il y a une exception française? Parce que quand on voit un peu les accords qui sont paraphés, quand on voit un petit peu ces échanges très fructueux entre l'Algérie et la France, et qu'on voit un peu ce rapport de Doing Business, on dit, mais est-ce qu'il y a une exception française à tout ça? C'est des effets d'annonce. Ça n'a pas d'impact réel sur l'économie. Et en plus, une économie n'avance pas par les investissements étrangers d'un pays. C'est faux. Quels que soient les investissements français, ils représentent rien du tout à l'échelle macro. Mais même s'ils étaient importants, c'est pas ça qui va faire avancer le pays. Ce qui ferait avancer le pays, c'est une espèce de consensus national économique dans lequel tous les acteurs avanceraient en même temps. C'est ça qui fait une bonne croissance qui pourrait durer sur 10 ans pour changer le paysage économique d'un pays. En Algérie, ce n'est pas le cas. Ce qui l'a changé, c'est la rente. Il faut avouer que le niveau de vie des Algériens a considérablement augmenté, on va dire, entre 2010 et 2014 à peu près. Il a beaucoup augmenté. Mais ce niveau de vie n'est pas compensé, n'est pas accompagné par une croissance économique digne de ce nom. D'ailleurs, il est remarquable de relever qu'en 2008, l'Algérie était devant le Maroc au Doing Business. En 2008, l'Algérie était classée 115e et le Maroc 116e. 2008, quand on dit Doing Business 2008, en fait, c'est 2007. C'est l'état des affaires en 2007. Et 2007, c'est un peu l'année charnière, l'année balance, où le gouvernement, où Bouteflika, moi, ce que j'appelle Bouteflika 2, démarre. C'est Bouteflika 2 qui défie les IDE, qui défie le privé algérien, qui, 2 ans après, avec la LFC 2009, introduit plein de carcans à l'activité économique. Et depuis, le classement s'est dégradé. Donc, de 115e, on se retrouve 163e, pendant que les Marocains, le roi du Maroc, enfin c'est ce qu'on dit, il a tapé sur la table, il a désigné un monsieur Doing Business pour ne plus être derrière l'Algérie. Bon, ils ne pensaient pas être aussi loin. Ils sont 75e. Ils n'ont pas rattrapé la Tunisie, qui reste quand même à la 68e place, et ça fait plaisir. 74e. 68 la Tunisie. 68e. Si on peut aller sur d'autres questions qui peuvent apparaître secondaires, mais qui, à mon avis, sont importantes aussi, c'est que le Doing Business, ce que révèle ce classement, c'est qu'une économie ne peut pas fonctionner dans un mauvais système politique, y compris le malentendu de la semaine dernière, un système autoritaire, mais dans lequel il y a de la discipline. En plus, la société algérienne est très peu disciplinée. Nous ne sommes pas les Chinois. On n'est pas habitué à vivre dans un moule, à fonctionner de manière rationnelle et cartésienne. Donc, il y a tous ces problèmes. Il y a un autre handicap majeur, c'est que l'industrie algérienne représente 5% du PIB. Même si l'industrie fait 20% de croissance,
l'année prochaine, elle va représenter 6% ou 7% du PIB, pas plus. Donc, on part de tellement bas, avec un poids qui est tellement écrasant de l'énergie, que tous les calculs sont faussés. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est une autre manière de calculer l'économie sans les hydrocarbures. Ça peut avoir un meilleur sens. Bon, alors, ce qui nous reste de temps, on va quand même... Vous avez remarqué, on parle beaucoup d'économie et très peu de politique depuis quelque temps. Parce que on est en plein de la politique. Hein. Oui, mais quand je pense politique, je pense plutôt stratégie, je pense plutôt... par exemple, qui nous dit qu'il va y avoir... que le FLN aura... J'avais pas envie de commencer par ça, mais puisque tu évoques Ammar Saïdani, on peut dire au passage qu'il parle d'un candidat pour 2019. Voilà, lequel, est-ce que ça sous-entend qu'il va y avoir des élections libres? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, l'opposition, elle, pareil, une espèce de relâchement, mais des objectifs. Et ils annoncent une réunion, une espèce de Zeralda bis pour la fin de l'année. Je veux avoir votre point de vue là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Akram, pour changer un peu de la défense, j'aimerais bien t'écouter. Non, il y a aussi la querelle Yahya Saïdani qui a noté les deux propositions séparées de Yahya et de Saïdani pour créer des regroupements politiques chacun de son côté, qui montrent qu'il y a... si ce n'est une fracture, des divergences fortes entre les deux pôles. D'ailleurs, on voit tout de suite que Tej a choisi son camp. L'opposition qui veut faire ses assises à Zeralda à la fin de l'année, on ne les voit pas, on ne les a pas vus. Et on ne... Pour échanger, personnellement, je n'ai pas le sentiment qu'il y aura quelque chose de révolutionnaire qui en sortira. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il ne se passe rien du tout. Moi, je pense qu'ils sont déjà garantis. Ce sont les clientèles du pouvoir. Et ensuite, tu as dans la société tout le marais des gens qui vont voter pour le pouvoir de manière naturelle. Combien on a mis de temps pour faire émerger le candidat du pouvoir à l'époque, M. Bouteflika? Combien on a mis de temps? On a mis de octobre 98, au moment où Zeroual a démissionné. Il a démissionné le 11 septembre 98 jusqu'à avril. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un scénario où on n'aura jamais ce temps-là. On n'aura jamais ce temps-là. Ça se fera dans 60 jours. En 60 jours, est-ce qu'on peut faire d'Ahmed Yahya un pur sang arabe qui va gagner les élections? Mais c'est en appréciation. Ils en feront. C'est pour ça que la dernière fois, tu as critiqué Mouloud Hamrouch de manière, je trouve, excessive, mais je peux te le redire. Pourquoi j'estime que Mouloud Hamrouch avait raison. Et que tu trouves que l'opposition... Pour moi, qu'il y ait une élection dans 60 jours ou dans 3 mois ne change rien à la situation. Et le problème est que tu dis il faut une opposition forte, il n'y a pas d'opposition forte. Il faut une pression de la société, il n'existe pas de pression dans la société. La dernière fois, on reproche à Mouloud Hamrouch de s'adresser à l'armée. Je ne sais pas s'il s'adresse à l'armée, mais à sa place, je m'adresserai à l'armée parce que nous sommes dans une configuration dangereuse et c'est à l'armée qui sera devant la situation de devoir gérer une situation d'effondrement. Et c'est ça le gros problème. Que M. Hamrouch fasse un autre parti comme M. Sellal, pour moi, ça n'apporte rien. Ça ne fait que de confusion en plus. C'est pas nécessairement ce qu'on lui demande. Moi, j'étais en train d'écrire un papier sur le 1er novembre et j'ai essayé de trouver quelque chose d'original comme point de départ. Les gens du 1er novembre, finalement, ils ont fait quoi? C'était des gens qui étaient très en avance sur leur temps et sur leur société. C'était des gens qui étaient dans l'esprit des Lumières. Ce n'est pas la société traditionnelle. Ils avaient rompu avec. Donc, c'était des gens modernes qui ont réussi à créer un nouveau consensus national et qui ont trouvé une forme d'organisation adaptée à une société très archaïque. Je me demande si aujourd'hui on n'est pas dans la même configuration politique. En fait, ce qu'il faut, c'est un consensus national. Non, c'était une poignée. C'était une toute petite poignée d'hommes, Abed. C'était une toute petite poignée d'hommes. Mais si, c'est important. Où est cette poignée d'hommes? Mais c'est ça la question. C'est ça la question. Où est cette poignée d'hommes? C'était important. C'était pas le nom. Oui, bien sûr, mais on se rend compte que la situation. C'était importante. Tu parles de consensus national?
Où il est ce consensus national, Abed? C'est ça la question. On est parti de Zeralda pour se poser la question et se demander ce qui va changer. Est-ce qu'un Zeralda bis, va changer à la situation? Qu'est-ce que ça va être? Voilà, moi, je peux répondre. Zeralda 2 ne changera rien à la donne. En quoi la CLTD, quand ils sont créés, ils ont dit... Ils ont oublié d'ailleurs de parler d'un présidentiel anticipé, c'est tombé, ils l'ont oublié. Ça ne fait plus partie de leur sujet, alors que c'était à un moment où, soi-disant, ils ont bousculé. Et on va suivre tout ça de près, mais bon, je me désole beaucoup de l'enlisement dans cette affaire qui méritait vraiment pas la tournure qu'elle a pris. Et bon, j'espère que quand le 1er novembre arrive, il n'y a pas eu de procès. Donc il ne peut pas y avoir de grâce, parce qu'on avait évoqué un peu le scénario d'une condamnation rapide et d'une grâce le 1er novembre. Mais on peut envisager la suite de cette affaire-là dans un climat plus serein, avec un général qui est libéré et qui peut se défendre librement parce qu'il ne va pas se sauver. On peut imaginer un témoin aussi dans l'affaire du général Hassan? Je te pose la question, Akram. Ou des témoins? Oui, le seul témoin qui pourrait être cité éventuellement, son supérieur hiérarchique. C'est son supérieur, qui est le général Médienne. Oui, il pourrait être témoin, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne le soit pas. Ça fera l'objet d'un autre CPP, tout ça. Oui. Non, ça jette un doute sur son site secret défunt. Bon. Trouver le témoin dans un procès, ça me semble... C'est quoi? Ça te semble? Ça te semble? On parle de justice militaire, oui. On parle de justice militaire. Ben oui. Il faudrait qu'il y ait une justice pour qu'il y ait ensuite une justice militaire. Non, il faut commencer par le commencement. Dans le cas de la justice militaire, il n'y a pas de public, il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de presse. Donc il peut être impliqué dans le procès sans même être présent, en étant auditionné ou autre chose. Donc oui. Moi, je ne l'exclus pas. Tu penses que c'est ce qui va Du point de vue formel, oui, c'est possible. Exactement. Maintenant, réellement, ce qui va se passer, c'est autre chose. C'est comme pour l'élection présidentielle libre et démocratique. Bon, on en saura de façon davantage. Tu nous mettras au courant, Akram. Tu viendras nous en parler dès que tu auras des informations. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir été fidèles. Vous êtes encore de plus en plus nombreux. Continuez. Au revoir, à bientôt.